Ah bah oui, l'épisode sur les intérêts composés, c'était là pour comprendre la puissance de l'outil. Mais j'avoue, c'était surtout un prétexte pour commencer à réfléchir à ton indépendance financière. L'indépendance financière, si c'est une question qui t'intéresse depuis quelque temps, tu en entends parler à toutes les sauces sur les réseaux. Et si tu commences seulement à t'y intéresser, tu devrais au moins t'inquiéter de ça. La seule solution de nos politiques depuis 50 ans, c'est de taxer toujours plus pour abreuver un système qui est initialement positif, l'aide sociale à ceux qui en ont le plus besoin, mais qui est devenu un mécanisme électoraliste et une fuite en avant économique sans limite. Où l'État est le centre de tout jusqu'au moment où le FMI sonnera la fin de la récré ou que la nation implosera d'elle-même. Tout ça c'est bien beau, mais on fait quoi maintenant pour maîtriser, pour ne plus subir? Ce que je te propose, c'est d'y aller méthodiquement, épisode par épisode. On va construire quelque chose de solide. Aujourd'hui, on va discuter de « Mais Boudiou, qu'est-ce que l'indépendance financière ?» Commençons par quelque chose de simple. Une cartographie des revenus en France. Parce qu'avant de parler d'indépendance financière, il faut savoir de quoi on parle quand on dit vivre correctement, être à l'aise ou être riche. Le SMIC net en 2025, c'est environ 1 426 € par mois. C'est le plancher légal. On considère donc que c'est suffisant pour vivre. Et avant de poursuivre sur notre catégorisation, arrêtons-nous quelques secondes sur ce présupposé. Suffisant pour vivre donc. Prenons un budget de base mensuel. Pas celui d'une grande ville avec tous les équipements de transport et les facilités, mais qui sont rattrapés par le loyer. Alors on peut faire varier le poste alimentation ou n'importe quel élément, mais ces chiffres semblent une sorte de bonne moyenne. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne comportent ni extra, ni coup dur, ni épargne. On voit bien que pour vivre sans le stress permanent et en pouvant prévoir un minimum, le SMIC devrait être plutôt à 1 800 € net. Bon ok, revenons sur notre catégorisation. Le salaire médian tourne autour de 2 000 € net. La moitié des Français gagnent moins que ça. Le salaire moyen, lui, est à environ 2 500 € net. Hop hop, médian, moyen, tu dois te dire... Je vais laisser passer le baratin puis je retiendrai l'important. C'est bien mais il faut comprendre ces concepts car les politiques jouent sur ce genre de termes. Comprendre, c'est maîtriser. Donc le salaire médian, si tu prends tous les actifs, soit 30 millions en France, tu les mets sur une échelle selon leurs revenus, tu divises par 2 les actifs, soit 15 millions, et tu regardes de combien est le salaire à la moitié de la population. Eh bien c'est 2 000 €, donc le salaire médian. Alors que le salaire moyen, c'est que tu additionnes tous les salaires des 30 millions d'actifs, et tu divises par 30 millions. Résultat, 2 500 €. Ce que ça veut dire, c'est que le chiffre du salaire moyen est tiré par le haut, par une petite proportion de personnes, et surtout que 15 millions d'actifs n'arrivent pas à gagner 2 000 € par mois. Poursuivons. Pour être considéré comme riche en France, le seuil officiel, c'est 2 fois le revenu médian. Il faut donc dépasser environ 4 000 € net par mois. Eh bien ça, c'est seulement 10% des actifs qui l'atteignent. 3 millions d'actifs sur 30 millions, dans un pays de 70 millions d'habitants à financer. Et 10 000 € net mensuels, c'est 1% des actifs, 0,4% de la population française. Je suis en lycée Bac Pro Agora et j'aimerais bien gagner plus de 7 000 €. Je suis en BTS MCO, je vise 10 à 15 000 € par mois plus tard. Je suis en M1 Infocom, 5 000 c'est vraiment pour être à l'aise. Voilà l'échelle. Maintenant, petit détour nécessaire par un exemple récent, mais qui est un constat général. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, une entreprise financée à 80% par l'argent public, avec 81 millions de déficits cumulés en 7 ans, touche 332 000 € fixes par an, plus une prime variable pouvant aller jusqu'à 78 000 €, soit jusqu'à 410 000 € brut annuels. En net, on parle environ de 20 000 € par mois, 10 fois le salaire médian, payé par tes impôts. Elle se situe dans le top 0,1% des salaires des Français, et ces gens ne voient pas le problème. Quant aux fonctionnaires, les préfets entre 10 000 et 12 000 € net par mois, comme les directeurs de ministère. Les députés, près de 6 000 € net, sans compter les frais de mandat, les collaborateurs financés par l'État, et une retraite que toi tu ne verras jamais. Et en fin de compte, les riches visés par les partis politiques pour rameuter des voix, les riches que Zuckman ou Piketty veulent taxer, ce ne sont pas ces gens-là. Ce sont entre autres les petits propriétaires, les boulangers, les gens qui investissent. Un bouc émissaire commode pour détourner le regard de l'ensemble du problème. Donc la prochaine fois que tu entends un politique qui te parle de SMIC, qu'il faut travailler plus, ou de taxer les riches, de se battre contre le gaspillage, garde bien ces éléments en tête. Le poisson pourrit toujours par la tête. Bon, je m'égare donc. Maintenant que tu as l'échelle, où est-ce que toi tu veux être? Et combien ça coûte d'y arriver sans dépendre de personne pour ça?
L'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui dit ça n'a clairement jamais compté ses sous en fin de mois pour savoir s'il aurait de quoi s'acheter des pâtes. Ou s'il devrait aller au secours populaire chercher quelques conserves. J'ai dû le faire et c'est pas vraiment la sensation la plus agréable. Des études le confirment. En dessous d'un certain niveau de revenu, chaque euro supplémentaire améliore significativement le bien-être. Le psychologue Daniel Kahneman avait identifié un seuil autour de 75 000 $ par an, au-delà duquel l'argent n'améliorait plus le bien-être quotidien. Des travaux plus récents, dont une étude commune avec ses contradicteurs, nuance ça. Pour la majorité des gens, bonheur et revenus continuent de progresser ensemble. Ce que l'argent résout concrètement, par contre, l'anxiété de survie, l'humiliation de la dépendance, l'impossibilité de choisir. Ce qu'il ne résout pas, le sens, les relations, l'identité. L'indépendance financière, c'est en fait 3 niveaux. D'abord, ne plus stresser pour les pâtes. Ensuite, ne plus jamais avoir à y repenser. Et enfin, pouvoir se faire plaisir sans compter. 3 étapes, 3 chiffres différents selon les étapes de ta vie. Mais avant d'essayer de trouver quel est ton chiffre, il faut réfléchir à et après. Il y a en fait un malentendu énorme autour de l'indépendance financière. Les gens entendent « je n'aurai plus besoin de travailler » et imaginent une plage, un cocktail et ne plus rien faire. Et c'est marrant un temps, puis ça a conduit à la vacuité et au vide de l'âme. Regarde mon cas, je suis entrepreneur de plusieurs entreprises, ce qui est déjà une forme de liberté. Mais en réalité, je ne suis pas libre, car contraint par les fournisseurs, les clients, l'administration qui prend un plaisir non dissimulé à tout compliquer. Les accidents que tu vois pas venir et tout le reste. Et c'est épuisant, physiquement, mais aussi en termes de pression permanente. C'est donc un outil formidable pour accumuler ce qui permet in fine une indépendance financière passive, mais ce n'est pas une fin en soi. En tout cas pour moi. Par contre, malgré cette charge, j'ai quand même trouvé un espace où je suis vraiment libre. Cette chaîne YouTube. Chaque vidéo, c'est des dizaines d'heures de travail. La différence, c'est que je le fais quand je veux, comme je veux et parce que je l'ai choisi. La différence est là. L'indépendance financière passive, c'est ne plus devoir travailler. Mais dans les faits, ce que presque tous ceux qui l'atteignent font ensuite, c'est qu'ils continuent à produire. Différemment, selon leurs termes, ou sinon... Ouh là là, c'est la décadence. En résumé, si ton rêve c'est de pouvoir passer tes nuits à te saouler à Pattaya, ça va t'amuser un mois et tu vas te demander, quoi ensuite ? Maintenant, voyons les variables pratiques. Parce que l'objectif chiffré, ce fameux capital cible, n'est pas universel. Commençons par quelque chose d'évident qu'on te dit jamais clairement, et l'État français ferait bien de s'en inspirer. L'indépendance financière, c'est par rapport à des dépenses. Et selon que tu vis dans la Creuse ou à Paris, ce ne sont pas les mêmes dépenses. Le loyer, la voiture, les courses, tout est différent. Pour générer 2 000 € par mois sans travailler à 5% de rendement annuel, il te faut 480 000 € placés. C'est ton capital cible. Mais cet objectif mensuel en Creuse n'a pas le même effet à Paris. Tes 2 000 € ne valent pas le même train de vie selon l'endroit. Et puis il y a l'expatriation. C'est pas un fantasme, pas un phénomène marginal. On estime même à près de 3 millions le nombre de Français vivant à l'étranger. 34% des Français entre 18 et 40 ans envisagent de s'expatrier. Au Maroc, en Géorgie, au Portugal, en Thaïlande. Le même niveau de vie coûte 800 à 1100 € par mois. Ton capital cible tombe alors à 200 voire 260 000 € pour la même qualité de vie, presque moitié moins. Et la convention fiscale France-Maroc, par exemple, offre des conditions avantageuses sur les pensions françaises perçues au Maroc. Et je comprends que certains y voient une fuite. Mais la réalité est implacable. 50 ans dans l'incapacité à trouver des solutions politiques et sociétales durables, à part taper toujours plus dans le portefeuille des Français sans jamais revoir les dépenses. Et aussi certains programmes politiques, et même Bercy, qui envisagent de taxer les sorties de capitaux si tu tentes de t'expatrier. L'exit tax existe déjà pour les entrepreneurs, et ça va probablement s'élargir. Alors on te déclasse, on t'explique que tu dois être hyper mobile, déraciné, malléable, mais si tu as le mauvais goût de mettre de l'argent de côté et de vouloir partir, on te taxe à la sortie. Il ne s'agit donc pas de décider maintenant, mais il faut trouver toutes les voies pour mettre de côté et investir le plus tôt possible, et de garder en tête que le moment venu, il n'y a pas qu'un scénario possible. Voilà ce que je veux que tu retiennes de cet épisode. L'indépendance financière n'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est d'avoir un horizon de temps et d'avoir un projet. L'indépendance financière, c'est un moyen indispensable à la liberté. La liberté de choisir ton travail, où tu vis, comment tu réponds aux contraintes qui arrivent, et elles arrivent toujours. Sur cette chaîne, on ne peut pas juste s'en tenir à des chiffres abstraits. La liberté financière et la liberté individuelle ne sont pas déconnectées du contexte politique et civilisationnel dans lequel tu vis. Ce contexte, ce sera un fil rouge sur cette chaîne, avec
des épisodes dédiés. En attendant, dans l'épisode suivant, on passe à l'acte. On va maintenant te donner les outils pour chiffrer ton objectif, ton capital cible, ton horizon, ta règle des 5%. Bon, si cette vidéo t'a plu, ne manque pas les prochaines. Et pour aider la chaîne, abonne-toi si c'est pas déjà fait, active la cloche, un like, un commentaire. Et d'ici la semaine prochaine, eh bien, tiens bien raide, pas molly.